Je pense que ce transport sur les lieux a permis de conforter ce que nous pensions du déroulement des faits. Cette reconstitution a été un exercice difficile parce qu'il faut évidemment arriver à reconstituer des choses qui ont déjà plusieurs mois d'âge, et aussi, surtout, il s'est agi de mettre en parallèle à la fois des témoignages qui ont été recueillis par les services de police, des témoignages qui sont parfois assez confus, assez contradictoires, avec les données médico-légales, le récit des témoins, bref, cet ensemble d'éléments doit maintenant être mis en synthèse pour arriver à ce qui sera dans quelques mois un procès. La reconstitution a permis de corroborer ce que l'on savait déjà sur le point de départ de cette triste affaire. C'est une tentative de contrôle à l'arrière du trambus qui se traduit tout d'abord par des propos assez malvenus, assez déplacés, qui ensuite s'est poursuivi par un coup de boule sur le visage de l'un des jeunes concernés, un coup de boule assez violent, puis un agrippage au bras et enfin une expulsion à l'extérieur qui a été visiblement manu militari et assez rude. Dans un deuxième épisode, il y a ce que l'on a constaté comme étant une rixe, avec cette particularité que nous avons 4 témoins et 4 témoins qui disent rigoureusement le contraire l'un de l'autre. Donc c'est assez difficile d'y reconnaître une part de cohérence. Et puis enfin, il y a la dernière scène, la scène ultime, celle que notre client assume et reconnaît le plus sincèrement du monde, à savoir qu'il a donné un coup, je dis bien un coup, je parle au singulier, qui a provoqué la chute de M. Mondillot et par la suite, quelques jours plus tard, le décès de celui-ci. Je sais que la partie civile rêverait d'imaginer que les deux mis en examen aujourd'hui partagent la même implication. Ce n'est pas la réalité du dossier. Il y a 2 scènes bien distinctes l'une de l'autre. Une première scène, plus exactement, il y a 2 scènes qui se déroulent à l'extérieur du trambus. L'une à l'occasion de laquelle le second mis en examen est impliqué. À notre humble avis, ce sont des coups et blessures que l'on appelle des délits, c'est-à-dire des violences délictuelles. Il y a ensuite le second épisode dans lequel, là, en revanche, nous avons un suspect, le jeune qui d'ailleurs reconnaît ses faits. Il s'agit de l'épisode sur la plateforme, à l'occasion duquel il donne un coup qui va faire tomber M. Mondillot au sol et provoquer les conséquences dramatiques que l'on sait. C'est ce qu'il dit depuis le début, et de ce point de vue-là, il n'a pas de meilleur alibi que la vidéosurveillance de la société Chronoplus qui dit exactement la même chose. Nous espérons que l'instruction ne s'égarera pas à la fin de son travail pour tenter de faire tenir une qualification de meurtre qui d'évidence ne tient pas. À présent, quelles que soient les conclusions du travail de l'instruction, c'est à la juridiction de jugement que reviendra le dernier mot. En l'état des données médico-légales dont nous disposons, il y a d'évidence des éléments sérieux qui laissent à penser que ce que dit le jeune homme impliqué dans cette affaire depuis le début est parfaitement vérifié et corroboré. On nous prend l'hypothèse de 2 individus qui font la fête. L'un lance un mauvais coup, la personne tombe sur le crâne et meurt accidentellement. Celui qui a donné le coup n'a jamais voulu, évidemment, la mort de la victime. Il a donné un coup dont la conséquence directe et inéluctable n'était pas la survenance du décès. Là, en l'occurrence, le coup a été porté. C'est un coup qu'habituellement on juge devant des tribunaux correctionnels. Ce qui fait la différence aujourd'hui, ce qui fait toute la différence, c'est le décès qui, lui, n'a pas été voulu. D'ailleurs, s'il fallait une démonstration supplémentaire, M. Mondillot n'est pas décédé sur le champ. Il est décédé plusieurs jours après. Autrement dit, la scène du coup de poing n'était pas une scène qui pouvait mécaniquement s'achever par un décès. Ce qui s'est passé ce jour de juillet 2020 sur la plateforme du trambus, c'est l'exemple type que l'on apprend en faculté de droit lorsque l'on dessine le crime de coups et blessures volontaires
ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Si vous prenez une arme à feu, si vous prenez un couteau et que vous l'infligez sur une zone vitale, le résultat doit mécaniquement survenir dans les instants qui suivent. Au cas présent, c'est un coup de poing, c'est un geste évidemment répréhensible, c'est un geste condamnable, mais c'est un geste que l'on juge habituellement devant des tribunaux correctionnels. Sauf que là, la façon dont M. Monguillot est tombé a provoqué un choc cérébral qui a été à l'origine du décès. Cela, évidemment, il ne l'a pas cherché, il ne l'a pas voulu, il ne l'a même pas anticipé. C'est là toute la différence que la juge d'instruction devra examiner en fin d'information et qu'en toute hypothèse, les magistrats de la cour criminelle auront le cas échéant par la suite à examiner.